un enfant a peur, je dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis? Ok, c'est pas de lui dire ah ben non, pourquoi t'as peur? Ça risque rien, t'inquiète pas. Oui, c'est normal que tu aies peur. Inspire. Et puis tranquillement, tu vas voir, ça va aller mieux, etc. Donc j'avais toujours un enfant, tu as le potentiel de réussir, tu as le potentiel d'être heureux, tu as le potentiel. Voilà. Et c'est pas parce que tu as eu des échecs, c'est pas possible. Maintenant, si tu as eu des échecs, il y a des enseignements à tirer. Et c'est ça qui fera la réussite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec un invité de marque qui est Paul Pironnet, qui est notamment conférencier et l'un des enseignants les plus reconnus sur la PNL en France. L'objectif donc de cette interview, comme je te disais Paul, c'est de parler un petit peu du regard des autres, mais on va sans doute dériver sur bien d'autres sujets. Est-ce que déjà tu peux dans un premier temps te présenter et nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais avec l'institut qui porte également ton nom? D'accord. Ben d'abord, un grand merci, Benjamin, pour ce que tu fais, pour cet espace d'échange. Mon métier, c'est l'accompagnement, la formation surtout, et l'accompagnement de personnes dans des transitions de vie. Donc, je suis formé à beaucoup d'outils, dont la PNL, c'est là-dessus que je suis le plus connu, que je l'enseigne depuis plus de 36 ans maintenant. Et donc, voilà, je suis porté par la transformation humaine et tout ce qui va justement faciliter cette transformation. Je crois que chacun de nous vivons à la fois à l'intérieur et par l'interaction qu'on a avec le monde extérieur. Et surtout dans l'enfance, on est des êtres humains avant d'être des fers humains, si je puis dire. Et donc, tout ce qui consiste à valoriser la dimension d'être intérieur et par conséquent l'interaction qu'on peut avoir avec l'environnement, notamment quand cet environnement présente des situations parfois compliquées, des challenges, des conflits, des choses comme ça. C'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est comment aider des personnes à faire face et à mieux gérer leur évolution à travers justement ces situations qui sont parfois un peu des crises. Je trouve que le thème d'aujourd'hui est très important, cette notion de regard de l'autre qu'on peut avoir sur soi et notamment quand on est enfant. Et justement, c'est intéressant parce que c'est vrai que tu es reconnu, tu utilises pas mal d'outils, mais tu es vraiment très reconnu en France sur le côté PNL. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, donc PNL, programme neurolinguistique, tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste et à quoi ça sert concrètement, notamment dans la vie de tous les jours, mais aussi comment ça pourrait servir peut-être déjà être un premier maillon pour le regard des autres, pour éviter justement de trop s'en faire vis-à-vis du regard des autres? Pour faire simple, la programmation neurolinguistique, qui s'appelle la PNL, on pourrait d'ailleurs appeler ça apprentissage neurolinguistique. Pourquoi? Parce qu'on est fait, au fond, pour faire simple, d'un conscient, ce sur quoi je focalise mon attention, d'un préconscient, tout ce que j'ai appris et que je fais par automatisme, parler une langue, marcher, manger d'une certaine façon, s'habiller, etc. Donc, toutes les habitudes qu'on a créées. Et puis, l'inconscient qui est encore un peu plus profond. Et pour faire très simple, on pourrait dire c'est un peu l'image du cavalier et du cheval. C'est-à-dire, le cavalier, c'est le conscient qui a envie de grandir, qui a envie que ça se passe bien, qui a envie d'évoluer, etc. Et puis parfois, en arrière-plan, on a des parties de nous qui nous freinent. Justement, on va le voir à travers le regard, par exemple, des autres. On va imaginer que les autres nous évaluent d'une certaine manière, positivement ou négativement. Et du coup, on va vivre des émotions, c'est le cheval. Et parfois, ces émotions, elles vont être soit bloquantes, soit au contraire, elles vont nous aider à grandir. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup à travers la PNL, c'est la compréhension de cette relation qu'on peut avoir avec nous-mêmes. D'une part, c'est la partie la plus importante. Et puis, bien sûr, l'interaction qu'on a au monde. Et donc, la finalité de la PNL, pour faire court, c'est à la fois d'aider des personnes à être mieux à l'intérieur d'elles-mêmes, d'avoir plus de confiance, plus de revalorisation, de croire, en fait, en quelque sorte, à ce à quoi elles ont envie dans la vie, les aider aussi à clarifier cette envie. Et puis ensuite, de développer des comportements qui soient plus en adéquation avec ses envies, avec ce qu'elles ont envie de faire rayonner, et puis du coup de pouvoir progresser justement dans ces situations qui parfois viennent nous challenger. Parce que la vie, elle n'est pas faite que de choses positives, elle est aussi faite de choses qui sont compliquées. Et du coup, c'est dans cette interaction-là que réside pour moi, on pourrait dire, l'incroyable potentiel humain. Soit je continue à fonctionner toujours de la même façon, et j'aurai toujours au fond les mêmes résultats, soit si j'ai pas des résultats en termes de communication, en termes de gestion émotionnelle, en termes de rapport au monde, qui sont pas toujours faciles, eh bien je peux transformer mon rapport en fait au monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment notre potentiel interne peut ouvrir des possibilités qui vont justement nous aider à être plus nous-mêmes, à aller vers ce à quoi on aspire, à être intérieurement dans des états internes qui soient plus confortables, si je puis dire, plus apaisés aussi parfois, et puis surtout dans des relations qui, malgré des divergences de point de vue, malgré des façons très différentes de fonctionner, etc., ils peuvent nous aider à interagir d'une manière plus constructive, plutôt que se mettre dans des systèmes de fuite ou d'attaque parfois qui nous freinent. Donc, on aime repérer ce qui peut freiner un individu à son développement et par différence, l'aider à intégrer des comportements avec lui-même ou avec l'environnement qui soient plus favorables. Et c'est intéressant parce que tu parles beaucoup d'interaction justement avec les autres, avec le monde extérieur. Il y a une notion qui semble a priori assez fondamentale pour ça, c'est l'estime de soi justement.
qui va être ultra important justement pour faire face par rapport au regard des autres, par rapport à nos projets, par rapport à nos envies, etc. Est-ce que tu auras des conseils justement à nous partager sur l'estime de soi, justement, aussi bien pour des personnes, comme tu disais, qui ont vécu des fois des challenges dans leur vie et il y a une estime qui est un petit peu touchée, ou tout simplement des personnes qui des fois manquent de confiance, d'estime d'eux-mêmes pour remonter un petit peu ce niveau? Alors, c'est la nature même, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui a un peu de manque de confiance en lui ou d'estime de lui-même. La confiance, c'est la capacité que je ressens à pouvoir faire une chose. Par exemple, je me sens confiant pour faire du vélo, par exemple, dirait une personne, ou pour parler en public, alors qu'une autre, non, pas trop, en fait. Et simplement parce qu'elle n'a pas encore intégré l'expérience de faire cette chose-là. Donc, du coup, faut savoir que le système nerveux, il y a deux choses qu'il adore, qu'il connaît déjà, et puis en même temps, ce qui lui fait plaisir. Parfois, j'aimerais bien pouvoir parler en public, mais j'ose pas. J'ose pas parce que j'ai un manque de confiance en moi et très souvent, c'est accompagné aussi parfois du manque d'estime de soi. L'estime de soi, c'est un peu différent, c'est la valeur qu'on va se reconnaître. Est-ce que par exemple, je m'autorise à m'offrir quand je vais dans un restaurant un bon plat? Ou est-ce que je suis toujours un peu à l'économie? Est-ce que je m'autorise à dire non à mon conjoint ou à quelqu'un? Ou est-ce qu'au contraire, je dis ah non, je veux pas déranger? Est-ce que je m'autorise au droit à l'erreur? Parce qu'après tout, j'ai le droit de faire des erreurs. Au contraire, je dis oulala, non, oula, qu'est-ce que les autres vont penser, tu vois? Donc l'estime de soi, c'est vraiment lié à la revalorisation de soi. Alors d'où ça vient? Il faut savoir qu'à l'origine, un être humain, quand il sort du ventre de sa maman, on pourrait dire, il est confronté à un monde dans le ventre de sa maman. Il faut savoir que nous sommes, il y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on fait confiance totalement à l'environnement, on est nourri, enfin c'est le top, quoi. Mais au moment où une personne va naître, pour faire simple, le petit bout de chou, lui, il va vivre dans sa bulle émotionnelle. En fait, une insécurité très importante. Et là, il va découvrir que pour, au fond, survivre, il faut qu'il prenne en compte les autorités extérieures, à commencer par papa, maman et tout ce qui se passe. Pourquoi? C'est une question de survie. Donc, il est intrinsèquement dans une posture de dépendance à l'environnement et donc, par définition, de victime. Il est victime de l'environnement. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Et en fait, toute la vie va consister à grandir face à ça. Et on va avoir des défis. L'enfant va devoir apprendre à marcher, à prendre sa place, etc. Et dans cette évolution, eh bien, en fonction des messages qu'il reçoit, il va prendre des décisions. Il va développer des croyances. Si, par exemple, je dévalorise beaucoup un enfant, le problème, il n'est pas seulement dans la dévalorisation de l'enfant, il est dans le fait que j'instaure dans sa propre perception lui-même, l'incapacité de se valoriser. Alors, on a des cas parfois différents, hein, parce qu'on va voir qu'il y a ce qu'on reçoit, ce qu'on fait de ce qu'on reçoit, et puis ce qu'on décide après de faire évoluer. Mais quand on n'aime pas une personne, quand elle se sent pas aimée, le problème, c'est que si elle n'est pas aimée, du coup, c'est elle-même qui aura du mal à s'aimer. Alors, après, la vie, elle nous réserve des tas de bonnes surprises. C'est-à-dire qu'on peut faire face à des contextes extrêmement compliqués, avoir des enfances extrêmement compliquées, et pour autant, développer des grandes facultés de croissance. Tu sais, c'est l'histoire des deux frères jumeaux. L'un est sur la chaise électrique au seuil de sa mort, et l'autre a réussi énormément. Et puis, on demande à l'un et à l'autre, qui sont donc des frères jumeaux, on dit, tiens, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là, etc. Et lui, il explique, avec les enfants que j'ai eus, la famille que j'ai eue, mon père était alcoolique, ceci, cela, enfin bref, c'était dramatique. Et donc, il justifie qu'à travers l'éducation qu'il a eue, c'est normal qu'il soit parti de travers. Et puis l'autre, lui, a une réussite fantastique, il dit, avec les parents que j'ai eus. Et autrement, j'ai fait des choix qui ont été les miens et je me suis autonomisé par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre? C'est vraiment une relation avec soi-même. Alors, très souvent, il y a des exemples, il y a des personnes qui vont nous aider, il y a des situations qui vont permettre ça. C'est ce qui fait que tout le monde a ses chances. Mais naturellement, on va dire que c'est comme un animal. S'il a été énormément agressé, il est normal qu'il ait peur dans l'environnement. Une personne ou un enfant qui a été beaucoup dévalorisé, il a par nature une insécurité. Ce qui se passe, c'est que parfois, le discours intérieur va continuer d'alimenter cette difficulté. Tu vois, quelqu'un peut avoir souffert d'abandon à un moment donné, parce que c'est une réalité qu'il a vécue, et se répéter pendant des années, ah oui, mais c'est normal, moi j'ai été abandonné. Donc c'est normal, j'ai peur, c'est normal ceci, c'est normal. Et du coup, il se constitue une identité, mais qui est plus, en fait, entretenue par une histoire qui se raconte, à l'idée qu'il pourra jamais réussir, que de toute façon, il mérite pas certaines choses, etc. Tu vois, c'est des habitudes de pensée, des habitudes émotionnelles, et bien sûr de comportement. Évidemment, la grande partie est inconsciente. C'est ça qui fait ces automatismes et qui font que la personne peut rester longtemps dans des postures limitantes. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va découvrir en fait ces mécaniques intérieures. Comment la personne se parle à elle-même? Quelqu'un qui est régulièrement dans l'insécurité n'a pas un regard vis-à-vis de lui-même, un discours vis-à-vis de lui-même en arrière-plan, qui est le même que quelqu'un qui a au contraire confiance en lui. Tout ça, ça alimente ce discours intérieur, un système de croyance. Ce qu'on appelle un système de croyance, c'est au fond des ressentis que j'ai. Et sur quoi ils se construisent? Sur des réalités que j'ai vécues. Par exemple, j'ai échoué 3 fois dans ma relation de couple, donc à l'évidence, je suis pas fait pour vivre en couple, diront 8 personnes. J'ai pas eu beaucoup d'études parce que j'ai eu de nombreux échecs, donc à l'évidence, je peux pas réussir. Tu vois, le cerveau, il va faire
plein d'associations comme ça. Parce que l'inconscient, quand il a défini une chose, ce qui est, ce que tu es, ce que sont les autres, ce qu'est l'argent, etc. Il n'a pas vraiment de raison de changer ça. Et il faut une évolution des perceptions, une évolution de la relation émotionnelle avec l'argent, l'amour, la nourriture, etc. Et bien sûr des comportements pour qu'il y ait une évolution de l'être humain. Tu vois? Donc finalement, il y a vraiment cette première phase. Il y a vraiment cette première phase de prise de conscience déjà de comment ça se passe concrètement en fait dans mon cerveau quand je suis face aux autres, quand je suis en train de faire du sport, quand je veux essayer de prendre la parole ou tenter un projet. Ça, c'est un petit peu la première phase finalement de prise de conscience. Après, derrière, comment arriver à switcher justement et à se redonner de l'estime sur soi? Alors ça, c'est une très, très bonne question. Comment retrouver rapidement confiance? En fait, très souvent, la personne, elle est trop focalisée sur la recherche de confiance. Ce qui est pour moi très important, c'est que quand je vis une insécurité, au fond, moi je dis toujours inspirer, fermer les yeux, sourire, dire merci pour juste s'apaiser et écouter ce qui se présente. Par exemple, je peux vivre de l'insécurité, je peux vivre de l'agacement ou de la colère à l'égard d'une chose, je peux vivre de la tristesse par rapport à une chose, tu vois, et je vais donc accueillir l'émotion. Pourquoi? Parce que en fait, on va se rendre compte que derrière ce nuage intérieur, derrière cette zone d'ombre, derrière cette frustration qui se manifeste, derrière cet inconfort qui se manifeste, il y a au fond le germe de ce que je voudrais vraiment. Si par exemple, je relève que ça fait plusieurs fois que je suis insécurisé à l'idée de parler à un inconnu, ce qui est normal, parce que si vous arrivez dans une pièce où il y a 50 personnes, que vous connaissez que 2 personnes, si vous êtes insécurisé, vous irez directement plutôt vers les 2 personnes que vous connaissez. Parce que le cerveau, il adore ce qu'il connaît, il adore ce qui le rassure, etc. Si maintenant vous êtes vraiment bien intérieurement, vous êtes dans votre rayonnement, vous avez confiance, etc., bah, vous irez pas forcément tout de suite vers les 2 personnes. Pourquoi? Parce que vous allez interagir avec d'autres personnes et être stimulé par d'éventuelles rencontres, interactions nouvelles, etc. Et comme vous ne vivrez pas le sentiment de déranger, de pas être important, etc., eh bien, automatiquement, en fait, eh bien, votre rapport au monde va changer. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de relever ça et d'abord d'accueillir. Et c'est pour ça que je dis toujours commencer par, tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi? Il y a une grande différence entre mon conscient, qui voudrait être à l'aise dans toutes les situations, et mon inconscient, qui est mon cheval, qui lui est pas forcément à l'aise. Il y en a qui ont fait du cheval, ils comprendront tout de suite que si je veux faire sauter le cavalier et le cheval au-dessus de la barrière, il faut générer une relation de qualité entre le conscient, le cavalier, et le cheval, le préconscient et l'inconscient. Et donc, nous, ce qui nous intéresse beaucoup dans le rapport avec soi, et ça va être aussi vrai avec les autres, c'est la qualité de relation que je vais avoir avec moi-même. Et la première chose, c'est toujours d'accueillir. Si mon cheval a peur, je dis, OK, qu'est-ce qui se passe, mon coco? Inspire, respire, détends-toi. OK, c'est ça qui se passe. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il faudrait? Ah, je sens que j'aurais besoin de confiance. OK, alors maintenant, cette confiance, on va voir comment aller la chercher. Là, il y a différentes modalités. C'est d'abord d'inspirer, de fermer les yeux, de se reconnecter à ce que c'est pour nous la confiance. Et puis surtout, de voir quelle est la première action positive que je pourrais avoir. Bah, après, en fonction du contexte, il y a plein de cheminements possibles. Mais la première chose va être pour nous d'aider la personne à reconnecter à un sentiment intérieur de confiance ou de se visualiser, s'il s'agit d'une situation future, dans une situation, non pas que me projette le cheval, c'est-à-dire l'inconscient. Si j'ai peur de parler en public, il est clair que si je m'imagine parler en public, je vais avoir une tendance à me dévaloriser ou à penser que les autres vont me juger, etc. C'est normal. D'abord parce que c'est nouveau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, nous? C'est qu'on va amener la personne à faire consciemment une visualisation, qu'on pourrait appeler une prépa mentale, où on va obliger le cerveau à décrire comment je serais si j'étais au meilleur de moi-même. Donc déjà, à me détendre, à respirer et un peu comme si j'étais une caméra qui m'observait, de me décrire visuellement, même auditivement et même sensoriellement au meilleur de moi-même. Pourquoi? Parce que quand je travaille avec les représentations visuelles, auditives et kinesthésiques, j'influe directement mon système neuro-émotionnel à travers nos représentations visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives et gustatives que réagit notre état interne. Et les représentations, elles vont très vite. Imaginons par exemple que tu as un petit jardin devant chez toi et puis un samedi matin, tu te promènes et là, tu vois une vipère. Donc, du coup, tu as un peu peur. Bon, voilà, sur le coup, ça s'en va, pas de problème. Mais si demain matin, le lendemain matin, tu as un petit bout de chou d'une amie ou d'un ami qui passe chez toi, qui va jouer dans le jardin, heureusement que tu as cette alerte. Ou là, attention, le souvenir de la vipère va tout de suite faire monter ton curseur d'insécurité. Et c'est bien parce que ça permet d'éviter de nouveau de renouveler un problème. Mais si la peur a été très forte, tu pourrais même dire, ah non, non, faut surtout pas que l'enfant ait joué dans le jardin, tu vois. Parce que la peur que tu vis, elle est liée aux représentations que tu te fais des choses. Donc, en fait, dans la vie, en permanence, on évalue. On évalue les gens, on évalue une chambre
hôtel, on va évaluer le regard d'une personne sur nous-mêmes. Et si on est insécurisé, notre système nerveux, il fait pas les mêmes évaluations. Donc, si moi je parle en public et que je suis insécurisé, c'est clair que s'il y a deux personnes dans la salle qui me regardent en rigolant, je vais pas interpréter le rire de la même façon que si je me sens au contraire très à l'aise. Il faut voir que l'insécurité intérieure, elle va favoriser un regard que j'imagine des autres qui est évidemment cohérent avec l'insécurité dans laquelle je suis. Donc très souvent, je dis que la manière dont nous voyons le monde est un miroir de nous-mêmes et que effectivement, si je suis insécurisé ou si je suis régulièrement agacé par les choses ou si je suis quelqu'un qui a été un peu, tu vois, qui moi-même par exemple, je me sentais beaucoup dévalorisé quand j'étais adolescent et donc j'ai eu beaucoup. Alors d'un côté, ça m'a aidé à aller chercher, à me donner à fond pour réussir à tout prix, etc. Quitte à me faire très mal d'ailleurs dans le sport, dans plein de choses. Pourquoi? Parce que j'étais tellement dans le besoin de briller aux yeux des autres, si tu veux, que j'ai tout donné pour essayer d'être bon, d'être le meilleur, etc. Sauf que ça a déployé chez moi aussi une insécurité très forte avec la croyance que j'étais jamais au top. Et du coup, je me permettais pas le droit à l'erreur. Il y a beaucoup de choses qui, quand elles étaient nouvelles, dès qu'il y avait du monde, ça me mettait beaucoup, beaucoup en pression. Tu vois, je vais même te donner un exemple. 14-15 ans, je savais tout juste nager, j'avais très peur de l'eau. Bon, finalement, j'ai dépassé ça. Et à 18 ans, j'ai passé un premier brevet de maître nageur. Je me suis retrouvé à Paris, la première année, et j'avais tellement peur et tellement j'étais sous la pression que quand je suis parti sur mon quatre-nage, je crois que c'est un papillon d'eau brasse crawl, hein, et le retour au dos, j'ai regardé les gars qui tenaient le chrono. Et comme j'étais tellement sous pression, j'ai interprété que la manière dont ils me regardaient, c'est que j'étais hors du temps. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché. Alors évidemment, j'étais dépité. Je me suis mis au bord du bassin. Le gars est venu me voir. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, je vois que je suis hors du temps. Il me dit, il regarde son chrono. Il me dit, maintenant, vous êtes hors du temps. Voilà. Et donc, j'ai été éliminé. C'est pour te dire que comme j'étais tellement sous pression, mon inconscient, dans cet inconfort, il y a un moment donné, il a interprété une réalité en disant, bon, allez, Polo, c'est pas la peine. Lâche prise et abandonne. Ça, c'est ce qu'on va appeler des facteurs d'insécurité qui vont engendrer du stress. Alors, ce que je vis là dans ma séance de sport, je peux le vivre dans plein d'autres situations. C'est-à-dire que j'avais en moi une insécurité avec beaucoup de dévalorisation et de choses comme ça. Et puis un jour, il y a une expérience très forte qui a tout transformé. J'ai nagé par exemple pratiquement une nuit pour ce qu'on appelle les nuits de la natation, c'était à Grenoble. Tant qu'on nageait, il y avait de l'argent qui tombait sur des associations. Je nageais pour générer des fonds. Donc ça me portait vraiment. Et j'ai fait en piscine, j'ai fait 750 mètres, un truc comme ça, c'est un truc énorme. Ou 7850, bref, un truc comme ça, c'était énorme. Et quand j'ai reçu la certification de la distance que j'avais faite, je me suis dit, mais c'est dingue, jamais j'aurais pensé pouvoir couvrir une telle distance. Et il se trouve que dans le même bassin, il y a eu des vacances, et dans le même bassin, j'ai repris les entraînements à l'époque de ma deuxième année où je m'entraînais pour le maître nageur. Et quand je me suis retrouvé au bord du bassin, dans la même piscine, devant partir, parce que c'est ce qu'on nous demandait, sur un 400 mètres pas d'échauffement, je me suis dit, mais 400 mètres, c'est ridicule dans ma référence. Donc là, il y a un switch qui s'est passé dans mon cerveau. Je suis parti. J'étais tellement détendu intérieurement que j'ai nagé comme jamais. Le type qui nous entraînait, il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Polo? T'as fait quoi pendant les vacances? J'ai jamais trouvé une glissée pareille, etc. Et en fait, mon corps, par un changement de référence, un changement de perception, il a ressenti autre chose. Et à ce moment-là, il y a un déclic qui s'est passé et ma courbe d'intégration a complètement changé. Donc tout ça, c'est pour dire comment fonctionne un peu le système nerveux, tu vois. Comment faire si finalement j'ai envie de changer ma référence? Parce que là, finalement, en ayant réussi cette épreuve, tu as changé ta référence en te prouvant que tu pouvais faire 8 km en nage. Donc, en effet, derrière, les 400 mètres paraissent très faibles. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui est, je sais pas, tu animes par exemple énormément de séminaires. Une personne qui est très peu à l'aise dans les séminaires à aller vers les autres parce qu'elle a peur, comme tu disais, de déranger, peur qu'on se moque d'elle, etc. Elle a toujours cette insécurité interne. Comment faire pour que finalement, elle gagne en sécurité derrière pour être à l'aise et se créer les bons référentiels? Ça va être ce côté visualisation déjà en amont que tu expliquais juste avant. Première chose, je reviens toujours sur accueillir cette réalité entre la conscience qui aimerait être en relation et la partie de mon cheval qui est insécurisée par ça. Exactement comme si cette maman avait avec elle son enfant et qui lui-même avait peur d'aller vers les autres enfants. Mais c'est juste accueillir. Tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que je suis insécurisé. Ensuite, de réaliser, de prendre réellement conscience de son envie. Est-ce que j'ai réellement envie d'aller vers les autres? Et très souvent, c'est le cas. Mais c'est très important d'accueillir, tiens, c'est vrai que ça serait chouette pour moi d'aller vers les autres. Et ensuite, d'expérimenter. Et pas en se demandant, ça va être super à l'aise, c'est d'expérimenter. Tiens, je vais aller vers une
personne, je vais lui poser une question, d'où elle vient, qui elle est, etc. Et puis, on va commencer à discuter. Et là, prendre juste le temps de réaliser à quel point, en fait, ça se passe mieux que j'avais imaginé. Et quand j'ai fait ça une fois, deux fois, trois fois, etc., et ben, du coup, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Il y a un changement de référence. Parce que ce qui construit et alimente nos croyances, c'est bien sûr nos expériences, que j'appelle des références. Donc voilà ce que je conseillerais. Mais la première chose, c'est toujours d'accueillir. Tu as interprété un moment que tu étais hors du temps et que du coup, tu t'es arrêté en plein milieu du bassin. Ça fait qu'avec le regard des autres, des fois, il y a 10 000 interprétations. Et on parle beaucoup pour les enfants des 4 accords Toltec et notamment qu'il y a l'un des accords qui est ne faites pas de suppositions, qui a été traduit pour les enfants, donc c'est très Bon. explicite pour eux. Mais en fait, la réalité, j'adore cet accord Toltec et les quatre même, hein. C'est important de comprendre comment le cerveau fonctionne. Parce que le cerveau, il fait toujours des évaluations. Si elles sont pas très conscientes, elles sont au moins préconscientes. Elles sont un peu en arrière-plan. Mais à chaque fois que tu vois une personne, de toute façon, ton cerveau, à un niveau inconscient, il va interpréter. Si toi, tu arrives en souriant, tiens, Paul, automatiquement, je vais interpréter que tu es quelqu'un de chouette. Sinon, tu me regardes parce que tu es préoccupé, etc. Je dis, oulala, c'est pas le moment. Tu vois, il y a plein de micro-comportements qui vont entraîner dans mon système nerveux des évaluations, évidemment la plupart inconscientes. Donc, c'est important de dire, notre cheval va interpréter la réalité en fonction de ce qu'il aperçoit. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'un même film, vu enfant ou adulte, on l'interprète pas du tout de la même façon. Et parfois même, moi, j'ai souvenir d'un film comme ça que j'étais allé voir avec des amis. On avait tellement ri ce soir-là avant d'arriver au cinéma qu'on s'était plié de rire au cinéma. Et je suis revenu voir ce film pour re-rire à nouveau, sauf que je n'étais pas du tout dans le même trip. Et j'ai trouvé que ce film était beaucoup moins rigolo que je l'avais perçu la première fois. Et ça m'avait beaucoup marqué de me rendre compte, en fait, c'est mon état d'esprit qui n'était pas du tout le même. C'est un peu comme dans une soirée, il y a des fois ça vous fait rire, puis des fois ça ne fait pas rire. Simplement parce que mon état d'esprit n'est pas branché sur la même fréquence. Donc, c'est très important de repérer que on peut pas ne pas interpréter, on peut pas ne pas évaluer, on peut pas ne pas juger, c'est normal. Après, la question, c'est de dire, tiens, quel est le jugement que je suis en train de faire? Et est-ce que ce jugement ou cette interprétation, elle est en train de m'aider ou pas? Ça devient intéressant. Il y a cette notion d'acceptation finalement. On peut avoir, des fois, ça peut être un petit peu le défaut qui va être mal interprété, notamment du développement personnel, de se dire, moi je suis quelqu'un qui a juste confiance en moi, qui m'estime et du coup j'ai plus aucun doute dans mon cerveau, mais c'est peut-être justement l'inverse, de se dire, j'accepte en fait complètement ces Bien doutes sûr. et ensuite après je vois ce que j'en fais, comment je change cette Tu vois, interprétation. moi-même, ça fait des années que je fais des conférences, des trucs comme ça. Encore dernièrement, je me suis retrouvé à Paris pour une très grosse conférence, il y avait 1200 personnes. Il est évident que mon système nerveux, avant d'entrer sur scène, après 2 ans sans être passé dans des très grands groupes, il a une insécurité. Mais évidemment que je vais la gérer. Mais la meilleure façon de la gérer, c'est d'arriver avant sur scène et me dire, tiens, Paulo, qu'est-ce qui se passe? Inspire, ok, c'est normal. Pour en revenir aux enfants, c'est exactement la démarche que j'aurais avec eux. Un enfant a peur, je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis? Ok, c'est pas lui dire, ah ben non, pourquoi t'as peur? Ça risque rien, t'inquiète pas. Oui, c'est normal que tu aies peur. Inspire. Et puis tranquillement, tu vas voir, ça va aller mieux, etc. Moi, j'emmène de temps en temps des personnes faire de ce qu'on appelle des via ferrata ou de l'escalade ou des choses comme ça. Quand on accueille la peur d'une personne, c'est toujours important de lui dire, on va pas dire, mais non, n'aie pas peur. On va dire, ok, vas-y, inspire, et puis recentre-toi, remets ton attention sur tel point, et tu vas voir, tranquillement, ça va aller mieux. Mais c'est normal. Avant de passer justement sur cette partie sur les enfants, qui nous tient vraiment le plus à cœur avec Osmose, si on devait un petit peu résumer là tout ce qu'on s'est dit sur cette dernière demi-heure sur les grandes bases finalement pour les personnes qui nous écoutent, qui, comme tu l'as dit, des fois interprètent un petit peu ce que les personnes vont penser, quelles seraient en quelques mots là finalement les grandes bases pour arriver à accepter le regard des autres, faire avec et changer son comportement interne vis-à-vis de ça? C'est vraiment ce que, il y a 2 heures, une personne m'envoie un petit message et elle me dit, Polo, j'ose pas aller sur les réseaux, j'ai peur que les gens me critiquent, etc. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est exactement la même question. Et j'ai dit, tu sais, la première chose à faire, c'est à donner aux autres le droit de te critiquer, de te dévaloriser. Ils ont le droit de faire ça. Et c'est pas parce qu'ils le font d'abord qu'ils ont raison. Et en même temps, en leur donnant le droit, tu vas te rendre compte qu'ils ne le font pas forcément autant que tu imagines qu'ils pourraient le faire. Parce que la réalité, c'est qu'à part dans certains cas, il y a tellement de diversité autour de nous, qu'on soit sur Facebook, Instagram, ou en regardant autour de nous quand on se promène, il y a tellement de diversité que les gens ne sont pas toujours en train d'évaluer en bien ou en mal. Ils peuvent s'étonner, ils peuvent dire j'aime, j'aime pas. Mais c'est assez rare. En fait, la critique, elle est beaucoup moins répandue qu'on ne le croit. Par contre, moi, dans mon univers intérieur, eh bien, je projette souvent dans le regard de l'autre ce que je crois percevoir de moi. Mais les gens sont pas si attentifs à tout ça. Et même si c'était le cas, encore une fois, c'est pour ça que je reviens sur ce que j'évoquais, donner le droit aux autres de critiquer. Ils ont le droit de faire ça. C'est une permission importante à savoir leur donner. Moi, ça m'a beaucoup apaisé. En fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un petit peu des fois sur le regard des autres d'égocentré finalement? Finalement, si on fait un énorme focus sur nous, on a l'impression que tous les regards sont tournés vers nous, alors qu'en fait, en grande majorité, je sais pas, je vais prendre l'intégration par exemple dans un sport collectif.
avoir l'impression que tout le monde est en train de nous regarder si on a raté le ballon ou quoi que ce soit, alors que très souvent, les autres s'en moquent un petit peu et le jeu continue, etc. Des fois, est-ce qu'il n'y a pas cette notion un petit peu de trop être focus sur soi et donc on prête beaucoup trop attention au regard des autres? Alors, absolument. Et puis, il y a des profils de personnalité qui sont plus sujets encore à ça. C'est-à-dire que beaucoup, on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais il y a des profils de personnalité qui sont plus particulièrement sensibles au regard des autres. Ils en ont besoin pour avancer parce que c'est ça qui les stimule. Et en même temps, parfois, c'est ça qui va beaucoup les freiner. Certaines personnes, voilà, ils sont plus particulièrement sensibles. Mais encore une fois, l'idée, c'est accepter cet état de fait. En fait. Pour conclure, c'était juste pour résumer un petit peu sur le regard des autres, mais il y a vraiment cette notion d'acceptation, je trouve, qui ressort là dans Ouais. tout ce que tu disais avant tout, d'accepter que les gens peuvent potentiellement nous critiquer. Oui. Euh, Et en plus, si moi je me donne le droit à l'erreur, très souvent, je prends par exemple quelqu'un qui veut parler en public. En fait, on s'est rendu compte que quelqu'un qui fait des erreurs, quand il parle au public, ça humanise énormément sa prestation. Alors que moi, si je suis sur scène, j'ai fait une erreur, je dis oulala, qu'est-ce que les autres vont penser? C'est la tendance. Mais la réalité, c'est que les gens, parfois même, ils applaudissent. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains et on a le droit à l'erreur. Et les gens sont sensibles aussi au droit qu'on se donne à faire parfois des erreurs. Donc c'est très souvent, il y a plus besoin de s'apaiser par rapport à ça et accepter effectivement le regard de l'autre. Si on passe sur toutes ces notions où on a un grand rêve justement avec Osmose, c'est pour ça qu'on a créé cette société, c'est pour ça qu'on crée ces kits éducatifs, c'est que tout ce que tu nous as partagé là depuis une demi-heure, et je pense qu'il y a plein d'autres choses que tu pourrais nous partager, que tu partages dans tes séminaires. Un grand rêve qui nous anime, c'est de se dire, et si nos enfants, dès l'âge de 6-7 ans, on leur apprenait ce type de thématique, on leur apprenait à avoir confiance en eux, on leur apprenait à s'estimer, comme on l'a dit tout à l'heure. Comment, en tant que parents, c'est beaucoup de parents qui nous écoutent, mais aussi des professionnels de l'enfance, comment on peut partager ces notions-là? Donc là, c'est de manière très générale, sans forcément aller dans le précis de la PNL, mais comment arriver justement à partager ces notions-là au quotidien à nos enfants? Alors je dirais qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait dire, mais s'il y avait une première chose importante à dire, c'est l'impact des marques d'attention. Et il y a toujours deux mondes chez un être humain, et c'est encore plus vrai pour un enfant. Il y a ce qu'il est, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il se définit de lui-même. Et un enfant est tellement plus, c'est un peu comme une graine d'un arbre, si tu veux. Dans la graine d'un arbre, il y a un arbre. Et un enfant, il a en lui, et nous avons, nous tous, en nous, un potentiel qui est énorme. C'est très important de toujours reconnaître ce potentiel. Et il y a une autre dimension qui est très importante, c'est que pour l'enfant se développe, que ce soit dans ses études, faire des mathématiques, de la musique, du sport, etc. Pour qu'il réussisse, il a besoin d'intégrer des savoir-faire. Et parce qu'il intègre des stratégies, il va avoir des résultats. Le problème, c'est que s'il a eu des échecs, il va se définir à travers ces échecs. Et parfois, s'il a des réussites, le problème est le même, c'est-à-dire il peut se définir aussi, surtout à travers ses réussites. Et du coup, il va croire que pour être aimé, il faut qu'il évite les échecs et qu'il aille vers de plus en plus de réussites. Il se doit de faire des choses, de les faire bien, de les faire, etc. Il est dans un devoir, au fond, de réussir et pas un désir de réussir, ce qui est tout à fait différent. Par exemple, prenons un éducateur, un parent, un manager, quoi que ce soit. Imaginons que tu joues au tennis. Toi, c'est très important de réunir, de gagner ton tournoi. Donc, tu t'entraînes beaucoup pour ça. Et tu viens de rater 3 matchs de suite. À l'évidence, puisque c'est important pour toi de gagner, et de te rendre compte, ça fait 3 matchs que tu rates, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? Automatiquement, il y a des chances que tu te dévalorises. C'est-à-dire que tu as un discours dévalorisant, c'est pas possible, pourquoi j'y arrive pas, je retrouve plus mes marques, etc. Moi, en tant que manager, en tant que parent, si je veux t'aider, surtout si tu es un enfant, je dois absolument faire la différence chez toi entre le potentiel que tu as de gagner et le fait que si tu n'as pas encore eu les résultats, c'est parce que il faut qu'on travaille tes éducatifs, qu'on travaille ta manière de faire, qu'on travaille ta stratégie, qu'on rehausse ton jeu JEU, mais que en termes de jeu JE, le potentiel, il est là. Il sera jamais remis en cause. Ça s'appelle faire la différence entre l'être et le faire. Ce que j'appelle l'être et le donner, ou le faire et l'avoir. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la dimension inconditionnelle ou la dimension conditionnelle. La dimension inconditionnelle, elle est toujours à valoriser. Donc, je dirais toujours à l'enfant, tu as le potentiel de réussir, tu as le potentiel d'être heureux, tu as le potentiel. Voilà. Et c'est pas parce que tu as eu des échecs, c'est pas possible. Maintenant, si tu as eu des échecs, il y a des enseignements à tirer. Et c'est ça qui fera la réussite. C'est pas ce qui t'est arrivé qui est important. C'est ce que tu vas faire de ce qui est arrivé. Si tu as eu des réussites, super. Mais tu n'es pas la définition de ta réussite. Tu es quelqu'un de chouette parce que tu as réussi, tu as eu des études, etc. Donc, génial. Bravo. C'est excellent. Mais tu n'es pas ta réussite, tu es beaucoup plus que ça. Et de la même façon, si tu as échoué, c'est la même chose. Tu n'as pas à te définir par le faire et l'avoir. Et c'est peut-être dans notre éducation européenne,
un des axes qui, pour moi, est peut-être le plus important à faire changer à l'école. Quand tu dis cet axe à faire changer, c'est justement cette différenciation énorme entre ce côté être et qui tu es et tes différentes réussites et échecs. Et Voilà. finalement, tes réussites et échecs ne sont pas la définition de qui tu es. Voilà. Et je pense que chez un enfant, c'est essentiel de faire ça. Tu vois, un enfant qui en a marre, qui est toujours sous tension, qui est toujours agité, qui ne veut pas apprendre, etc., et qui passe son temps sur la télévision à jouer à ses jeux, en fait, la réalité, c'est qu'il a un très gros potentiel, mais qui va se révéler dans ce qui le stimule, le jeu. Et là, il est capable d'apprendre, il est capable de mettre énormément d'énergie, parce que ça nourrit un système de valeurs, ça nourrit un projet. Il est capable de le communiquer avec des copains pour voir comment il peut progresser dans son jeu. Il est capable peut-être demain d'utiliser ce jeu pour créer des nouveaux jeux, pour apprendre, pour développer des savoir-faire techniques incroyables. Donc, on va voir que la motivation humaine, si on sait l'accrocher, elle peut être la source du développement d'un potentiel de dingue. Et là, pour le coup, l'enfant, porté par ce désir, porté par sa créativité, il est capable d'intégrer des données, des connaissances, des savoir-faire, des stratégies incroyables pour réussir, parce qu'il est allumé de l'intérieur. Donc, quand quelqu'un ne réussit pas, moi, j'aime toujours dire, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur qui fait que ce domaine ne l'allume pas. Mais ça n'a rien à voir avec ses facultés. Ses facultés, elles sont incroyables. L'enfant qui a échoué à l'école sur plein de domaines, mais qui est capable sur les jeux, sur la télévision, tout seul dans sa chambre, à réussir à progresser d'une manière de dingue sur des trucs extrêmement complexes, parce que c'est complexe, les jeux vidéo. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, hein, ça veut dire qu'il a une intelligence qui va se manifester sur un terrain de jeu donné. Et l'enfant qui est dans l'échec, c'est toujours de ramener à lui et dire, écoute, moi j'avais un prof de maths, j'avais un copain qui était musicien. J'avais un prof de maths, on l'avait en prof de maths et on l'avait en chimie. Et franchement, en chimie, on apprenait des trucs un peu compliqués. Et lui, il disait à mon pote, qui était musicien, il disait, tu sais quoi? Il s'appelait Hubert. Il dit, tu sais quoi, Hubert, tu vas lâcher tes cours là, c'est pas très important. Et toi, tu es au fond de la classe, tu vas nous faire des petits morceaux de guitare pendant que nous on travaille. Et ça, c'est beaucoup plus axé sur ta mission. T'es pas fait pour... Alors, en maths, j'ai quand même te demandé de bosser parce que tu en as besoin à la fin de l'année. La chimie, c'est pas très important. Donc, écoute, travaille ta guitare tranquille, te prends pas la tête et apporte-nous justement. Voilà. Et ça, j'avais trouvé incroyable en fait. Mais c'est incroyable. Enfin, c'est la première fois que j'entends des anecdotes comme ça. Un prof qui justement a détecté finalement qu'il accrochait pas avec telle matière finalement, mais qu'il était beaucoup plus fait pour autre chose et qu'il l'autorise à aller directement vers ça pour s'épanouir pleinement sur son potentiel qu'il a. Il va pas le faire dans toutes les matières, mais voilà. Et ça, c'est quelque chose de toujours très important pour moi à l'égard de l'enfance. Et je pense que ce qui va beaucoup grandir dans l'avenir, dans notre rapport à l'enfance, et ça va être effectivement la même chose avec nous-mêmes, hein, c'est quelque chose qui est en train de prendre de plus en plus de place. Et toutes les sciences de l'éducation, toutes les techniques de développement personnel, de sensibilisation au champ émotionnel, à l'intelligence émotionnelle, vont nous amener dans cette direction. C'est accueillir un être humain pour ce qu'il est avant de le définir à travers ce qu'il fait. Je reviens juste dans les dernières questions sur le regard des autres, justement pour les enfants. On sait que les enfants, entre 6 et 11 ans, et surtout même encore après, des fois, ils peuvent être très durs entre eux. Ils peuvent se moquer de manière très dure entre eux. Il peut y avoir des choses qui vont être assez difficiles à gérer pour eux. Quel conseil finalement, quand t'es parent, tu peux parfois être démuni face à ça. On avait dernièrement un parent où sa fille s'est retrouvée dans l'équipe de foot et donc elle s'est fait moquer parce qu'elle était très mauvaise là-dessus, etc. Quel conseil finalement on peut apporter à l'enfant qui s'est fait moquer comme ça et donc qui a mal perçu le regard des autres? Comment l'aider à passer largement au-dessus justement de ce regard? Tout dépend, c'est strat. À quel âge il a? S'il est capable d'interaction, c'est-à-dire qu'il a 5, 6, 7 ans, qu'il est capable d'interaction, pour moi, c'est toujours de le faire parler sur qu'est-ce qu'il ressent. Par exemple, prenons cette petite fille. Ah ben tiens, elle rentre de l'école et elle pleure ou je sais pas quoi parce qu'on s'est moqué d'elle à l'école parce qu'elle décide de faire du foot. Imaginons qu'elle s'appelle, je sais pas moi, Aurore. Je dis, tiens, Aurore, qu'est-ce qui se passe? Ok. Toi, tu te sens triste ou tu te sens dévalorisé je vais reprendre ce qu'elle dit parce qu'il s'est passé ça, parce que tes copains sont... Ok. Là, il y a deux choses que tu peux faire, ma chérie. Soit croire que tu n'as pas capable et de laisser tomber ton rêve. Soit tu peux te dire, mais pourquoi en fait tu as envie de jouer au foot? Et défendre ça. Et face aux critiques, il y a deux possibilités. Soit de croire à ces critiques et toi d'arrêter de jouer. Soit de te dire, tiens, qu'est-ce que ces critiques, elles m'invitent à faire grandir en fait. Parce que, tu sais, il y a des grands artistes, des grands joueurs. Et ce qui les ont fait le plus évoluer, c'est le fait de recevoir des critiques et à partir de là de se dire, waouh, comment je peux prendre ça pour grandir? Pas contre les autres, mais comment je peux grandir? Et je pense, par exemple, à Charles Aznavour, grand chanteur. Mais dans toute son histoire, quand on l'écoute nous raconter son histoire, il a été énormément dévalorisé. Parce qu'on lui a dit qu'il avait une voix qui était complètement pourrie, qu'il était trop petit pour chanter, qu'il avait en plus une tête qui n'était pas beau, que sa manière de chanter, ça n'intéresserait jamais personne, etc. Et lui, ce qu'il en a fait, comme il avait un tel désir
chanter, il a développé en lui, au fond, une espèce de dictature interne en disant, eh ben, je vais prendre en compte ces critiques et je vais tout donner pour corriger ces critiques et du coup, aller vers mon rêve. Et ça, c'est le genre d'histoire qu'on peut raconter à une enfant ou à un enfant de 5 ans. Maintenant, c'est OK. Que tu décides d'arrêter de jouer au foot ou continuer, c'est ton choix. Voilà. Mais si tu aimes jouer au foot, si tu sens que c'est un désir fort, ne lâche jamais ton désir, ne lâche jamais tes rêves. Et c'est presque se servir finalement des critiques entre guillemets des autres comme des feedbacks qui vont m'aider à me surpasser, à aller encore plus loin si vraiment j'ai le désir d'aller plus loin. La phase suivante, c'est de lui apporter des clés pour gérer les critiques. Et la clé la plus simple que je connaisse, et je l'ai enseigné de nombreuses fois, y compris à des enfants, ce serait de dire à Aurore, quand par exemple un enfant te critique, imaginons que David te critique, je dis, tiens David, quand tu me dis ça, en fait, c'est quoi ton intention? De poser la question finalement à l'enfant qui vient de critiquer pour que lui se remette un peu en question. C'est quoi ton intention? C'est de m'aider ou c'est juste de me dévaloriser? Si c'est juste te moquer de moi, bon, ben, ok, c'est pas grave, on passe à autre chose, mais c'est quoi ton intention? Et très souvent, un enfant qui critique, c'est parce qu'il est lui-même dans un environnement ou a été dans un environnement un peu critiquant. Voilà. Mais la critique, elle peut être aussi l'occasion. On peut aussi, face à la critique, faire quelque chose d'important. C'est ce qui fait la force, on va dire, d'un enfant, c'est la faculté à faire face à des crises. Il y a des crises qu'on choisit. Par exemple, si je fais du sport, que je rencontre un escalier de 150 marches, je vais me mettre face à une contrainte volontaire. Parce que face à cette contrainte des marches, je vais m'entraîner, ça va être dur, mais ça va développer peu à peu un potentiel intérieur. Et puis parfois, il y a des escaliers de 150 marches qu'on n'a pas choisis. Ça, c'est les critiques les plus compliquées. C'est les contraintes qui nous arrivent dessus qu'on n'a pas choisies. Et du coup, d'accueillir ces contraintes et d'en faire des éléments qui vont faire grandir en fait. Et la critique, ça peut être un excellent levier pour me faire grandir. Et ça, je crois qu'un enfant peut le comprendre. Voilà. Mais il faut déjà que l'adulte qui l'éduque l'ait intégré. Merci beaucoup Paul pour tous ces conseils, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. J'aime toujours poser une dernière question à nos invités qui est très simple. Si tu avais justement un dernier message à passer aux parents, aux éducateurs qui nous écoutent, qui font leur maximum pour transmettre ce type de compétences aux enfants, si tu avais juste un dernier message à leur transmettre pour clôturer cette interview. Écoutez les rêves ou inviter à exprimer ses rêves et d'inciter les enfants à ne jamais les lâcher. C'est vrai pour les adultes. Merci beaucoup Paul et à très bientôt. Avec grand plaisir, Benjamin, merci.